Et après l'introduction de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, en son article 7, et pour poursuivre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou des matières ou en créer quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route qui n'ont pas pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître le plus tôt possible et s'ils ne peuvent pas le faire disparaître immédiatement pour le signaler aux autres usagers sur la route. Voilà qui est complet. Maintenant, on rentre encore bien sûr, couché sur le lit de cet article-là dans notre sujet. Bonjour, Monsieur Paul Arnaud. Bonjour, Alice. Bonjour, bienvenue donc, maître. Alors, on l'a dit aujourd'hui, la gestion du risque routier professionnel donc, que nous allons évoquer. Qu'est-ce qu'un risque routier, maître? Vous avez rappelé tout à l'heure en lisant la Convention de Vienne, c'est tous les comportements qui sont susceptibles de causer un accident routier. Donc, le risque routier va être chaque fois que vous allez vous rendre compte que sur la route, il y a un facteur de risque qui va être susceptible de provoquer un accident de la route. Donc, c'est simplement cette définition qui est donnée. Et pour le milieu professionnel, comme on le dit, on va essayer de faire en sorte que, comme l'entreprise a tendance à gérer les risques, qu'ils prennent en compte cette gestion du risque routier dans sa sphère d'activité professionnelle. Et justement, à quel moment on mesure ou on qualifie même ce risque-là de professionnel? On va parler des risques routiers professionnels chaque fois que le risque d'accident routier va être lié à l'exercice d'un métier, d'une profession. La différence, c'est que quand on prend son véhicule, on le prend soit pour des déplacements personnels, on parlera des accidents de la vie, des accidents ordinaires, et on va prendre, dans la plupart du temps, on va prendre la voiture pour aller répondre à des besoins professionnels. Tout à fait. La grande majorité de nos déplacements sont liés à des déplacements pour des besoins professionnels. Chaque fois que l'accident routier va être lié à ce besoin professionnel, on va parler des risques routiers professionnels. Donc, ce sera le cas des accidents de trajet, des accidents de mission. Bien sûr. Eh bien, vous aurez, on l'a dit, tous les éléments donc pour mieux comprendre le risque professionnel. Et Alex, surtout quand on regarde aussi sur nos routes, on a des entreprises de livraison et aussi on a tellement d'accidents que nous avons. On va essayer encore de comprendre. Vous avez cité à l'entame, bien sûr, de ces échanges, des facteurs, bien sûr, de risque routier. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, en fait, les facteurs de risque routier sont les mêmes que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la vie personnelle. On va avoir généralement les facteurs liés au conducteur lui-même. On dit très souvent que les comportements du conducteur représentent plus de 90% des accidents de la route. Donc, on va avoir le facteur lié au conducteur, son comportement à risque, la vitesse, l'alcool au volant, conduire en état de fatigue. Mais on va avoir des facteurs liés à l'état du véhicule et à l'état des infrastructures routières, les feux qui ne marchent pas, la signalisation qui n'est pas adaptée. Mais dans le risque routier professionnel, on va avoir encore un facteur supplémentaire. La façon dont on organise les déplacements dans l'entreprise va contribuer à stresser le conducteur ou à fragiliser son esprit en état de conduite. Donc, on va ajouter au facteur de risque routier l'organisation des déplacements, l'environnement même de l'entreprise comme facteur de risque aussi. Vous l'avez indiqué, hein, la pratique, sinon l'utilisation même du véhicule dans la majeure partie du temps ou des cas, ce n'est pas pour des villégiatures, c'est plus dans le cadre professionnel. Comment est-ce que l'environnement professionnel influence-t-il la conduite automobile? La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on a conscience que l'environnement professionnel influence la conduite automobile? Par exemple, quand on prend un chauffeur taxi, il vous dira qu'il conduit ainsi parce qu'il doit faire sa recette. Donc, implicitement, c'est parce qu'il a besoin de répondre à un besoin professionnel qu'il conduit ainsi. Donc, on va se rendre compte que beaucoup de contraintes de l'environnement professionnel vont aggraver le facteur d'accident. On va conduire plus vite parce qu'on veut arriver à l'heure au travail, à l'heure en émission. On va conduire plus vite parce qu'on est un commercial à qui on a mis à disposition une voiture qui doit obtenir des résultats. Donc, l'un dans l'autre, on va se rendre compte que la façon de travailler ou les performances que l'entreprise va exiger de son travailleur va augmenter le facteur de risque. Donc, l'entreprise devient en tout cas un facteur de risque. Enfin, l'organisation de déplacement de l'entreprise devient un facteur de risque. Et c'est ces facteurs de risque-là que l'entreprise essaie de prendre en compte par un système de management de la sécurité routière. Bien sûr, on va aller encore dans les détails. Quelqu'un qui est très pressé, qui va au travail et tout, vous parlez d'environnement professionnel. Tout à fait. Quelqu'un peut-être en train de nous regarder et peut dire « Ah, moi, je n'ai pas le choix. Quand je suis au volant, je suis obligé d'aller comme ça avec même les feux, la détresse et tout, parce qu'il faut que j'arrive vite, sinon j'aurai des problèmes. » Comment manager au mieux pour qu'on ne puisse pas arriver à ce genre de situation?
Individuellement, le conducteur, il va avoir tendance à répondre aux besoins professionnels. Oui. Donc, pour ce management-là, il faut que le préposé soit en relation directe avec son organisation, son entreprise. Oui. Parce que lui, il a le désir d'obtenir ses résultats, d'être performant, mais derrière, il faudrait qu'on encadre son organisation professionnelle. Donc, la première responsabilité incombe à celui qui met à disposition la voiture, à celui qui organise le déplacement. Le commercial, par exemple, va dire « j'ai pas le choix, je dois prendre un coup de fil au téléphone ». Le médecin va dire « j'ai pas le choix, je dois prendre un coup de fil au téléphone ». Bien évidemment, on ne va pas vous dire que parce que vous conduisez, vous devez faire fi de vos obligations professionnelles. Mais je vais dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que le risque routier, il existe et commencer à respecter le code de la route. Donc, malheureusement, il faut organiser son trajet. Si je suis en retard, que je n'ai pas le choix, j'accuse de retard, soit j'organise plutôt mon déplacement, je vais plutôt pour éviter d'être en retard, mais si je suis en retard, j'accuse de retard parce que le risque routier, la conséquence va être plus dramatique que le résultat que vous allez atteindre. Justement, au niveau organisationnel et managérial, vous avez parlé de performance, de résultats, mais il y a aussi la réalité. Est-ce que ce trinôme-là est vraiment intégré dans la gestion globale des risques routiers et même professionnels? La gestion des risques routiers va dépendre de l'entreprise en question. Mais bien évidemment, la triptyque que vous avez citée fait partie de cette gestion des risques managériels, de la sécurité routière. Parce que l'idée, c'est qu'on doit à la fois atteindre les performances de l'entreprise et contribuer à sauver des vies sur la route. Donc, quand l'employeur met en place un système de gestion du risque routier, il tient compte évidemment de la performance de l'entreprise, mais va tenir compte des obligations qui sont mises à sa charge par le code de la route. Est-ce qu'il tient compte aussi des embouteillages, des bouchons, tout ça? Dans l'organisation normale d'un système de sécurité routière en entreprise, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, il faut réorganiser les horaires de déplacement, il faut réorganiser les trajets en fonction de ces éléments-là. Il faut en tenir compte parce que c'est un facteur qui ne passe pas inaperçu. Donc l'employeur ne peut pas prétendre ne pas être au courant qu'il va y avoir des embouteillages à terre. On connaît les heures d'embouteillage quasiment, les heures de descente, les heures de montée au travail. Donc l'entreprise, je veux dire l'employeur, doit en tenir compte et peut en tenir compte. Et ça fait partie même des obligations qu'on lui donne lorsqu'il met en place un système de gestion de la sécurité routière. On va demander à ce que l'employeur puisse réorganiser les déplacements en tenant compte des embouteillages. Alors, on va rester bien sûr dans cette contrainte parce que c'est évident. Hein? Voilà, c'est évident, c'est réel et ça est sur nos routes tout le temps. Souvent, nous aussi, on est contraints à avoir peut-être ce genre d'attitude aussi. Alors, dites-nous, est-ce qu'il ne faudrait pas une souplesse peut-être de la part de l'entreprise ou même des autorités aussi? Et puis s'il y a un accident, par exemple, qui arrive, il y a ce danger-là qu'on veut éviter qui arrive. Comment il doit se comporter peut-être le travailleur s'il n'est pas mort, bien sûr? S'il n'est pas mort, espérons qu'il ne meurt pas. Oui. C'est-à-dire que l'accident de travail, qui va être à la fois l'accident de trajet et l'accident de mission, comme on le dira, doit être quasiment à la charge de l'employeur. L'accident de trajet qui est le plus courant, le plus connu, va être même géré par ce qui va être mis en place par notre code de prévoyance sociale, avec l'obligation pour l'employeur de déclarer l'accident de travail et déclencher automatiquement la prise en charge de cet accident-là, de la victime qui n'est pas morte, comme vous le dites, par la sécurité sociale qui est mise en place pour cela. Mais l'employeur a aussi une obligation d'assurance. Très souvent, ils vont ajouter pour certaines entreprises sont suffisamment structurées, ils vont ajouter à tout ce qui est prévention de sécurité sociale, ils vont ajouter ce qui va être assurance individuelle accident pour permettre de prendre en charge rapidement la victime. Mais la première obligation, lorsque l'accident se produit, l'employeur prend ses responsabilités, il prend en charge la victime et puis bien évidemment, il fait les déclarations pour que les processus d'indemnisation se mettent en jeu. C'est très important. Et là, on parlait du type d'employeurs qui fournissent des véhicules à leurs employés. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. On espère atteindre ça un jour. Mais pour les employés, par exemple, qui viennent avec eux-mêmes leur propre véhicule, leur propre moyen de déplacement, qu'en est-il finalement par cette protection ou par cette gestion-là, s'il y a un incident? Le risque routier, il est quasiment pareil, que ce soit avec votre véhicule personnel ou avec le véhicule d'entreprise. L'employeur a la même obligation. Il a la même obligation. Il faut s'assurer que ce risque-là, comme on dit, c'est un risque routier professionnel, il faut s'assurer que le risque d'accident va être lié à l'exercice de ce métier-là. Si vous prenez votre voiture personnelle pour aller directement à votre travail, l'accident qui va se produire est un accident de trajet. Donc, bien évidemment, il est pris en charge par le système de gestion du risque professionnel. Ah bon? Évidemment, c'est votre voiture personnelle. Même quand vous n'avez pas de voiture, que vous prenez le taxi pour aller au travail. Il faut réveiller le dossier. Là. Quand vous prenez votre taxi pour aller au travail,
Quand vous vous déplacez du domicile au travail et du travail au domicile, l'accident sur le produit est un accident de trajet. Il est pris en charge dans le système de gestion du risque routier. Il est à la charge de l'employeur qui vous prend en charge. Mais quand il faut faire la distinction, quand vous prenez votre voiture et qu'avant d'aller au travail, vous allez faire des petits détours qui ne sont pas liés à des contraintes professionnelles, bien évidemment, vous vous engagez. Je disais qu'il faut faire la distinction entre le déplacement qu'on le fait à titre professionnel et le déplacement qu'on le fait à titre personnel. Le risque routier professionnel n'engage l'employeur que lorsque l'accident ou le risque de l'accident va être lié à l'exercice du métier. Donc, vous prenez votre voiture, même vous prenez le bus, chaque fois que vous vous déplacez et que vous utilisez les infrastructures routières, les véhicules pour exercer ou bien pour accomplir une tâche liée à votre activité professionnelle, le risque routier professionnel est mis en route, il est mis en jeu. Et donc, l'employeur va être responsable. Alors, merci déjà pour tous ces exemples qui vont éclairer, bien sûr, nos téléspectateurs. Alors, je vous donne une anecdote, un fait. Voilà, vous avez parlé de prendre un transport en commun pour aller. Quelqu'un qui prend un taxi et qui a un accident en route, qui déclare cela, cet accident de trajet et tout. Et lorsque l'employeur ne réagit pas, qu'est-ce que moi je fais? Je veux comprendre par lorsque l'employeur ne réagit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas informé ou il est informé. Il n'a aucune action. Voilà, je me suis soigné moi-même. Voilà. Je suis resté à la maison 1-2 jours. Bon, c'est pas moi, mais je donne l'exemple de la personne. Voilà, je reste à la maison et patati et patata. Et l'employeur ne fait rien. Je me soigne moi-même. Je prends 2-3 jours avec le médecin et tout qui me donne un repos. Et quand je finis, je reviens au travail tranquillement, comme si de rien n'était. Lorsque l'accident lié au risque routier va se réaliser, l'employeur doit pouvoir déclencher le mécanisme de sécurité sociale qui est mis en place. Donc, la première obligation derrière, pour que l'employeur ne fasse rien, c'est qu'il vous a régulièrement déclaré à la CNPS pour que lorsque l'accident de travail va se produire, vous soyez pris en charge. D'accord? Donc, s'il l'a fait, c'est-à-dire s'il a déclaré régulièrement son employé ou bien son préposé comme il le faut, et que l'accident s'est produit, la deuxième obligation qui lui incombe, c'est de déclarer l'accident dans les délais qui lui ont été impartis. C'est moins de 5 jours qui doivent être déclarés dans les délais impartis. S'il n'a pas exécuté ces deux obligations-là, il a l'entière responsabilité de vous indemniser. Donc, vous avez pris en charge personnellement vos frais d'hospitalisation, vos frais de médication, vos frais de remise en forme pour pouvoir reprendre avec vos fonctions. Vous êtes en droit de demander à votre employeur de vous rembourser ce que vous avez perdu, de pas sa faute, parce que, comme je l'ai dit, le risque routier professionnel, il est à la charge de l'employeur. Donc, vous avez engagé des frais personnels. Vous arrivez, vous faites la preuve des frais personnels engagés dans le cadre de cet accident routier lié au risque professionnel. L'employeur est tenu de vous rembourser les frais. On va prendre un autre cas pratique en restant sur le même modèle calqué que vient de donner ici Thierry. Par exemple, là, c'était dans le cadre de transport routier commun. Et si c'est pour un véhicule personnel et que c'est avéré que l'accident s'est produit sur le trajet du travail et que l'employé est dans son bon droit, là encore, l'employeur intervient. Et qu'en est-il des assurances personnelles finalement? L'assurance personnelle que vous allez prendre avec l'assurance du risque automobile, qui va être liée à, très souvent, on va prendre beaucoup plus l'accident de la responsabilité civile. Il faut comprendre que l'assurance de la responsabilité civile va couvrir les dommages que vous allez faire subir aux autres. Très souvent, il ne prend pas en compte le conducteur lui-même. C'est l'individu de l'accident qui va prendre en compte le conducteur lui-même. Et c'est cet individu de l'accident-là qu'on met à la charge de l'employeur lorsque le risque routier est mis en jeu. Donc, si vous avez vos assurances, que vous avez l'assurance individuelle accident et que vous estimez que votre assurance individuelle accident vous offre plus d'opportunités, enfin plus de profits, plus de facultés d'être mieux indemnisé que l'assurance de la prévoyance sociale mise en place ou par le mécanisme mis en place par l'employeur, vous allez prendre votre assurance. Bien évidemment, lorsque vous allez être en mission, parce que c'est votre employeur qui le demande, le coût de l'accident lié à ça, il va être à la charge de l'employeur. Si vous prenez votre voiture personnelle, et souvent on oublie souvent, quand on prend sa voiture personnelle pour aller au travail régulièrement, il faut arriver à faire en sorte que l'employeur reconnaisse que la voiture personnelle, vous l'utilisez en partie pour les besoins professionnels. Et comment faire la preuve? La loi impose à l'employeur d'assurer la prime de transport de son travailleur. Ça, c'est pour le cas des salariats, du travailleur privé. La loi vous impose, le montant minimal est de 30 000 francs par personne. Si vous estimez que vous pouvez vous déplacer avec votre voiture personnelle, que vous arrivez à faire comprendre à votre entreprise ou à votre employeur qu'il est plus intéressant pour vous et pour l'entreprise de tenir compte de ça,
vous allez pouvoir mettre en place comment je dis, un contrat de mise à disposition de votre véhicule personnel pour que l'employeur prenne en charge certains frais. Les frais liés à l'assurance, les frais liés au péage, les frais liés à... Parfois même les frais liés au carburant. Et donc, bien évidemment, les frais liés au risque routier, l'entreprise va mettre en place dans son organisation comptable ou dans son organisation financière comment contribuer à ces frais-là. Il y aura beaucoup de réorganisations dans les entreprises à partir d'aujourd'hui. C'est là notre but. Oui, parce que c'est beaucoup de détails qui ne sont pas forcément respectés dans les entreprises. Mais enfin, bref, merci pour tout ce que vous êtes en train de nous dire là. On va poursuivre encore avec les cas pratiques. On a ces entreprises de livraison qui sont à profusion, bien sûr, dans notre pays. C'est un business qui marche en ce moment. On a ces conducteurs de moto qui font des accidents tout le temps. On en voit pratiquement sur toutes nos routes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi qui suis propriétaire de cette petite boîte de livraison et tout, qu'est-ce que je fais pour mon employeur, même s'il a eu une mauvaise conduite et tout, voilà, un accident est arrivé, qu'est-ce que je fais? La question, c'est... Est-ce que c'est le même système, comme ce que vous avez dit tout à l'heure? Tout est pris en charge par l'employeur qui doit forcément déclarer son employé à la CNP? Quand vous parlez d'une entreprise de livraison, oui. On a vu ça, on a vu plusieurs thématiques là-dessus, avec surtout je veux dire, la polémique liée à la RTCI. On a vu que l'entreprise de livraison fait partie de l'entreprise de transport routier, qui, comme je l'ai rappelé la dernière fois, doit être organisée sous forme de société. Bon, on dit entreprise, mais voilà. Souvent dans les faits, ce n'est pas constitué quand j'exerce à titre personnel, vous dites une entreprise de livraison, quand ma propre moto, que je suis un artisan, que j'exerce à titre personnel, oui. Je prends moi-même ma responsabilité. Je mets en place les modalités pour gérer mon risque routier. Je m'assure, comme Alice l'a rappelé personnellement, des risques que je vais engager. Mais quand je suis sur la route du fait d'un employeur, du fait d'un patron, je dis un employeur, ce n'est pas forcément une entreprise avec le cas de la CNP, ce qu'on a vu. Même un fonctionnaire qui est sur la route du fait de l'État, l'État a cette obligation d'assurer la sécurité de ce travailleur, de ce fonctionnaire. Le risque routier, la gestion du risque routier prend son fondement dans l'obligation qui est faite à l'employeur ou au patron, qu'il soit dans une entreprise privée, une administration publique, d'assurer la sécurité de la personne qu'il met en mission. C'est de là-bas qu'il prend sa source, c'est là-bas qu'il prend ses origines. On dit que c'est à cause de vous qu'il est sur la voie publique. C'est à vous de prendre en charge le risque routier professionnel qu'il va rencontrer, qu'il va subir. Donc, quand j'ai mon entreprise de livraison et que je mets en place le système de gestion de l'entreprise du risque routier tel que prévu par la législation avec les règles de prévoyance sociale, bien évidemment, je n'ai pas de choix. Lorsque l'accident se produit, c'est un travailleur, c'est un salarié, ça se déclenche automatiquement. Si je ne le fais pas, j'assume entièrement la responsabilité. En tout cas, là, on a plusieurs données pour pouvoir mieux traiter ces risques routiers professionnels là, avec ces différents cas. Qu'en est-il maintenant des risques routiers, peut-être individuels ou personnels? Je peux vous donner un cas en m'asseyant bien sûr sur l'article. On a parlé de déposer des déchets, des objets, ce genre de choses. Par exemple, on voit encore hélas des personnes dans leur véhicule balancer quelques objets. Ça peut obstruer même la vue d'un autre conducteur. Quand dans ce cas-là, il y a un incident, comment est réglé le litige ou l'incident? Vous l'avez dit que l'accident routier, peut-être que même si je suis dans le cas d'un véhicule de service... Et il y a un véhicule devant qui me balance un sachet plastique, par exemple, noir. Ça vient sur le pare-brise, je n'arrive plus trop à... Il est clair que c'est le véhicule, enfin l'usager devant vous qui a provoqué l'accident. Les règles de constat vont se faire normalement. Il dira encore que le vent aurait pu emmener ça dans une autre direction. Il y a plusieurs... C'est-à-dire que dans l'anecdote que vous donnez, il y a deux cas. Le fait même qu'il jette des détritus ou bien il jette quelque chose sur la route, vous l'avez lu dans la législation, il est condamné pour ce fait. Qu'il y ait accident ou pas, il est interdit. Pour les raisons de civisme routier, pour des raisons de protection de l'environnement, il y a plein de dispositions législatives et réglementées là-dessus qui interdisent de jeter un bout de mouchoir, de cracher même pas de la voiture. Oui. C'est puni pour ça en tant que tel. Et comme il commet une faute, si ce comportement est à la base de l'accident, il est pleinement responsable. C'est à ça que c'est le constat. C'est-à-dire qu'on va établir qui est pleinement responsable. C'est à lui. Voilà. L'exemple devient intéressant. Ah non, l'exemple devient intéressant si moi j'ai identifié le véhicule. Si le véhicule, si l'auteur, c'est l'usager dans le véhicule, j'ai identifié c'est une voiture professionnelle, c'est en ce moment-là que je vais engager la responsabilité de l'employeur. D'accord?
voici la nuance, c'est-à-dire que si c'est une voiture personnelle, mais si c'est un taxi-compteur et que j'ai vu que c'est un taxi-compteur, j'ai pu identifier, il est parti, mais j'ai pu identifier quelques éléments qui me permettent de l'identifier après, afin de le reconnaître. J'ai pu avoir sa plaque d'immatriculation. Et que quand je vais porter plainte, que je me rends compte que le conducteur, il a agi, mais en agissant, il était couvert par la responsabilité de son employeur. Moi, en tant que victime, je vais actionner cette responsabilité-là. Parce que le code de la route est précis. C'est-à-dire que le conducteur va être pénalement responsable de ses infractions personnelles, mais l'employeur, le préposé, va être responsable des sanctions pécuniaires. Donc, je vais engager, et j'ai plus intérêt à poursuivre l'entreprise à me faire indemniser que de poursuivre un conducteur qui peut-être n'a pas les moyens. C'est la raison pour laquelle, dans la gestion des risques routiers, il faut mettre l'accent sur la communication. Parce qu'il faut arriver à faire comprendre au conducteur qu'il engage autant la responsabilité de l'entreprise que sa propre responsabilité. Déjà un risque de réputation, donc un risque de réputation et puis un risque financier qui va s'en suivre. Donc l'objectif, c'est d'identifier si il commet une infraction personnelle et qu'il est à la base de l'accident, que vous l'avez identifié, vous engagez l'action pénale d'abord pour la faute qu'il fait, et comme la faute est à la base de votre accident, vous engagez sa responsabilité civile. En tout cas, si j'ai eu le temps de voir. De l'identifier, ça va donner l'idée à créer beaucoup de gadgets, hein, peut-être si j'ai eu le temps de des caméras vous l'avez vu jeter une infrastructure, enfin un objet de par la vitre, c'est que vous avez le temps de... On comprend que c'est... Identifier l'automobiliste, c'est pas identifier le conducteur, identifier l'automobiliste. Vous devez savoir quel type de voiture est devant vous, quelle est la plaque. On ne va pas le conducteur. Et comme je l'ai dit, dans le code de la route, on identifie l'automobiliste, c'est-à-dire l'homme et son véhicule. Finalement, on va créer des caméras de surveillance pour les automobilistes. Déjà, on a des milliers. On a les caméras de recul et tout ça. Dites-nous, avant de terminer, il nous reste juste quelques minutes. Comment mieux prévenir et gérer le risque routier? On ne voudrait pas qu'il y ait un danger pour qu'on puisse savoir quelles sont les responsabilités. Voilà. Comment mieux gérer et prévenir? On en a parlé plus ou moins tout à l'heure, mais il y a 4 actions. Avec la communication. Il y a 4 actions qu'il faut mettre en exergue. Mais bien évidemment, la communication passe avant tout, c'est-à-dire organiser le système de gestion de sécurité routière et de risque routier en entreprise en communiquant. C'est une action qui implique, vous avez bien constaté, et le conducteur et l'employeur. Il faut vraiment qu'il y ait cette communication permanente. Et quand je dis communication, ce n'est pas lui dire où tu étais. La communication va être tout ce qui est mis en place pour s'assurer qu'on sait où est le véhicule, qu'on sait que le conducteur il est responsable de ce qu'il fait, qu'il est conscient qu'il y a un risque routier et qu'il participe à la gestion de ce risque routier-là. Donc on va mettre en place ce qui est un système de communication aussi pour sensibiliser régulièrement, on l'oublie souvent, mais il faut sensibiliser régulièrement le conducteur. On va mettre aussi en place un système pour gérer les déplacements, et c'est le plus important. On parlait d'embouteillage. Si vous savez que vous avez un travailleur qui doit aller en mission en permanence, il faut définir ensemble avec le travailleur son organisation horaire pour qu'il ne soit pas contraint à piler, à aller plus vite par rapport à des besoins professionnels. Il faut que l'entreprise organise en son sein les déplacements, les missions, et puis bien évidemment, il faut gérer ses compétences. On ne donne pas n'importe quelle voiture à n'importe qui, peu importe le permis qu'il a. Donc, la gestion des compétences va passer par la visite technique, la visite médicale du conducteur, la visite, je veux dire que le résumé de ses compétences de conducteur. Et puis, en fin de compte, il faut gérer le parc du véhicule. C'est le plus important. Il faut gérer le parc du véhicule. Et comme c'est votre responsabilité qui est engagée, il faut faire en sorte que les voitures soient toujours en parfait état de marche. Ces 4 éléments sont mis en place. On a un bon système de gestion des risques routiers. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très souvent banalisé, très souvent négligé. C'est dommage. Mais grâce à vous et tout ce que vous nous partagez ici comme information, on espère que les organisations